Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à participer avec nous à un sujet très intéressant qui s'intitule Transformation digitale et intelligence artificielle au Maroc, défis et opportunités 2020, 2030. Ça sera présenté par Monsieur Marwan Harmash. Et à ce faire, comme je vous dis toujours, faire attention, écouter pour apprendre et à la fin, nous allons avoir un moment pour poser les questions. Alors, je vais laisser cette partie du programme dans les mains de M. Marwan Armash pour nous guider dans le programme qu'on a aujourd'hui. Bonne écoute. Merci beaucoup. Euh, je suis très content d'avoir cet échange avec vous. Je remercie Temkin et la Fondation et toute l'équipe. En fait, ce que je vous proposais comme sujet, c'était de parler de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle au Maroc, défis et opportunités pour 2030. Pourquoi de 2030? Il est évident qu'on a, en tant que pays, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'échéances pour 2030, donc notamment, bon, bien évidemment, la Coupe du Monde, mais pas seulement. C'est pas que pour le football, mais aussi un certain nombre de secteurs, de stratégies sectorielles qui ont été identifiées au Maroc, mettent comme échéance pour la réalisation des programmes, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de certaines stratégies sectorielles, l'agriculture, le tourisme, etc., qui mettent comme échéance pour leur stratégie multiannuelle 2030. D'où un peu cette échéance qui n'a pas été fixée au hasard, parce que quelqu'un aurait pu penser pourquoi pas 2028 ou 2032. Bah, 2030, c'est à la fois un grand rendez-vous mondial au Maroc, et aussi il y a une convergence d'un certain nombre de stratégies sectorielles, dont la transformation digitale, l'IA, des chantiers d'infrastructures, d'autoroutes, etc., qui convergent, qui convergent tous vers cette date-là. Ce que je souhaitais échanger avec vous, c'est de parler un petit peu de la transformation digitale et de l'IA, comme étant donné que c'est des forces qui transforment, qui redéfinissent nos modèles économiques, éducatifs, notamment dans l'éducation, on va en parler, mais aussi des changements sociétaux. Cette conférence s'inscrit dans le programme un peu de Temkin Foundation, Harnessing ICT to Serve Education, euh, où on peut, qui veut faire de la technologie un levier de développement pour qu'on puisse échanger, engager la communauté autour d'une vision inclusive de l'IA au service du développement durable au Maroc. Je souhaitais me présenter très très brièvement. Donc, je suis consultant et chef d'entreprise. Euh, je suis fondateur de deux entreprises, l'une qui s'appelle Consultor, qui est une agence digitale. Donc, on est spécialiste de la communication digitale, de la veille stratégique et de l'intelligence artificielle appliquée. Et notre structure qui s'appelle Monitor, qui est une plateforme de veille et de revue de presse. Euh, c'est des prestations que nous réalisons pour nos clients au Maroc. On travaille avec de grandes entreprises marocaines comme la Marocaine des Jeux et des Sports, l'Office national marocain du transport, Simon du Maroc, etc., que nous aidons à faire leur transition numérique, mais aussi nous avons quelques clients dans le public, comme le ministère de la Justice, comme Maroc PME, qui est l'agence nationale de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc, comme je disais, euh, je fais aussi des interventions, des conférences. Je viens d'être certifié par le MIT Professional Education pour une formation autour de l'IA qui s'appelle No Code
AI and Machine Learning. Je suis aussi diplômé de l'ISCAE, le cycle supérieur de gestion de l'ISCAE qui a été remplacé actuellement par un MBA et de l'école des sciences de l'information. Ce que je souhaitais partager avec vous, c'est de parler de trois axes, de faire un premier diagnostic des réalités marocaines en matière de la maturité digitale et des initiatives nationales en matière de transformation digitale et de l'IA, parler des enjeux et défis pour 2030, et puis parler des opportunités et leviers d'action. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais qu'on puisse parler très brièvement de l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'intelligence artificielle et, euh, et je souhaite qu'on définisse bien de quoi on parle. Ce n'est pas un cours sur l'IA. Je souhaitais juste qu'on puisse avoir, quand on utilise quelques termes, quelques concepts, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on souhaite faire. Euh, Comme disait un auteur connu, mal utiliser les mots, c'est contribuer à la tristesse du monde. Donc, il est très important que quand on parle de concepts, que ces mots-là soient bien choisis, qu'elles soient validées par les spécialistes. Donc, l'IA, c'est un domaine de l'informatique et qui consiste à créer des machines qui sont capables d'exécuter certaines tâches qui sont normalement du ressort de l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance vocale, la planification ou la prise de décision. La vocation d'une intelligence artificielle, c'est de mimer, d'essayer d'imiter l'intelligence humaine. Alors, ces avantages, c'est qu'on a bien évidemment la vitesse de traitement euh, des données qui est beaucoup plus rapide et une prise de décision qui, sur le plan théorique, doit être plus précise et plus efficace. C'est pas quelque chose de nouveau puisqu'on a commencé à en parler depuis les années 50. euh, Avec une certaine accélération à partir de 1970. La plupart de ce qu'on a pu faire, euh, il y avait un volet théorique qui était très développé, mais que la puissance des machines et des algorithmes était incapable de concrétiser, et ce n'a été possible qu'à partir des années 2010 où on a commencé à avoir une puissance des machines capables de transformer les travaux des mathématiciens et des data analystes, qu'on puisse les transformer, les concrétiser à travers, en utilisant la puissance des machines. Et à ce titre, il faut noter les travaux de l'une des filiales qui est très mal connue de Google, qui s'appelle DeepMind, qui a été, qui a pu, à partir de 2013-2014, répondre à un certain nombre de défis. Et depuis, on a cette croissance exponentielle qui, à partir de fin 2022, et début 2023, s'ouvrir un peu au grand public à travers le lancement par OpenAI de ChatGPT, qui a fait connaître cette technologie au grand public. Donc l'IA ne date pas hier. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est de l'IA générative par rapport à l'autre type d'IA, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'intelligence artificielle. Il y a l'IA générative et l'IA discriminatoire. Le modèle le plus connu aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative. Pour vous donner un peu euh, un- une vision globale sur ce qu'on parle, donc nous avons le domaine global de l'intelligence artificielle qui englobe un certain nombre de domaines. Les machine learning qui est un sous-ensemble. L'apprentissage profond
qui est un sous-ensemble du machine learning, et puis l'intelligence artificielle générative, qui est un sous-ensemble du deep learning, avec un usage du LLM, les, les- les grands modèles de langage qu'on utilise aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est ChatGPT qui est le plus connu. Il se retrouve un peu dans l'IA générative. Il était important un peu qu'on puisse situer c'est là pour qu'on puisse situer l'intelligence artificielle par opposition à ce que tout le monde appelle l'intelligence artificielle. C'est quand on lit un article de la presse ou quelques interventions, généralement, ça se situe ici, alors que, comme vous voyez, le domaine est très large. Et là, ce que je souhaite échanger avec vous, c'est non pas de zoomer sur l'IA générative, on va en parler, mais toutes les applications de l'intelligence artificielle et son impact dans les différents domaines. À noter aussi qu'il y a un cycle d'adoption, ce qu'on appelle le cycle d'adoption, qui est très rapide. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a une technologie ou un outil ou une plateforme a pu atteindre les 100 millions d'utilisateurs, les premiers 100 millions d'utilisateurs. Pour Instagram, qui est bon, pour certaines technologies ou outils avant, par exemple, la, l'usage de l'imprimerie depuis son invention par Gutenberg, ça a pris pour qu'elle puisse être utilisée plusieurs siècles. Ça a pris au moins 300 ans ou 400 ans pour que l'humanité puisse avoir un usage généralisé et que cette technologie, donc l'imprimerie, puisse arriver, par exemple, dans le monde musulman et arabe. Avec l'invention, par exemple, de la radio, ça a pris peut-être une cinquantaine d'années. L'invention de la télévision, ça a pris peut-être une vingtaine d'années. Mais Internet, ça a pris une dizaine d'années. Mais quand vous voyez une plateforme comme Instagram, pour atteindre ces 100 millions d'utilisateurs, c'est 2,5 années, ils ont pu atteindre 100 millions d'utilisateurs. TikTok, c'est 9 mois. Mais OpenAI et ChatGPT, en 2 mois, il a pu atteindre 100 millions d'utilisateurs. Vous voyez un petit peu ce cycle d'adoption qui s'accélère de plus en plus avec l'adoption de la technologie. Peut-être il y aura des plateformes ou des outils qui auront 100 millions d'utilisateurs, peut-être en quelques semaines ou en quelques jours. Cet élément-là a des conséquences. C'est que, on a des besoins de formation pour 1,4 milliard de personnes, puisqu'on a à peu près une population active mondiale de 3,1 milliards et on a des besoins de formation pour au moins 1,5 milliard de personnes. Cette évolution ici, et son impact, c'est que plus de la moitié des compétences devront évoluer d'ici 5 ans, d'ici 2030, avec toutes les conséquences qu'on peut avoir sur les cursus de formation, sur le marché de l'emploi, sur la formation continue. D'après des enquêtes, on a plus de 75% des entreprises qui prévoient d'adopter l'IA générative pour l'année d'après. Il y a encore quelques scepticismes à propos de l'IA, puisque avec certains échecs de certains crypto-monnaies qui ont été lancés, le grand échec du métaverse où qui a englouti plusieurs milliards de la part de Meta, l'entreprise de Facebook, et qui a été un échec. Tout ça nous pousse un peu à se poser un petit peu des questions. Définition très, 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 très rapide. Si on schématise un peu l'IA générative, c'est qu'on a une partie qui va concerner ici le data, que ce soit du texte, de l'image, du langage, de la vidéo ou des données structurées.
où il y a une phase de pré-training, où il y a un entraînement de ces modèles-là. Ensuite, on passe à une phase de fine-tuning, d'affinement, où on a beaucoup de contributions humaines. Parce qu'il faut savoir que quand vous posez une question à ChatGPT, et si vous ne signalez pas que ces données-là ne devraient pas être utilisées pour l'entraînement, c'est qu'il y a des salariés qui sont peut-être au Kenya ou à Madagascar ou dans d'autres pays qui vont accéder, qui sont employés par les sous-traitants d'OpenAI et qui vont accéder à vos échanges les plus personnels pour pouvoir lire à la fois votre question et la réponse qui a été fournie pour noter cette réponse et ce qu'on s'appelle l'apprentissage par renforcement ou par contribution humaine. Et les tâches, bien évidemment, ils sont, même si on ne se rend pas compte quand on pose la question et qu'on a la réponse, mais si on analyse les types de traitements qu'on souhaite, les types de tâches, il y a les réponses aux questions, il y a l'analyse de sentiments ou de l'analyse de tonalité, il y a l'extraction d'informations quand vous chargez un PDF de 200 pages et que vous cherchez une information précise. Il y a la reconnaissance d'objets, et ça, on est dans l'image ou dans la vidéo et on souhaite extraire ou identifier, par exemple, quelle plante apparaît dans la photo, ou on souhaite euh, qu'un objet, effacer quelque chose de l'image. On est donc dans la reconnaissance de l'image ou dans l'image captioning où on a soit des commentaires sur l'image ou une description ou autre. L'IA, pour terminer très rapidement avec cette introduction de définition, on a un élément important qui est la mémoire contextuelle quand on utilise l'IA générative, c'est que la question 1, il va donner une réponse 1. Ensuite, on va demander une précision dans la question B avec une réponse B. Et la question C qui, en fait, va utiliser tout ce qui a été cumulé dans les échanges dans la question A, réponse A, la question B, réponse B, pour que la réponse C ne soit pas traitée de manière isolée, puisqu'on va utiliser l'ensemble de la discussion et ce qu'on appelle le contexte pour donner une réponse C qui pourra être plus précise et plus pertinente. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus une certaine facilité à utiliser, à maîtriser rapidement l'IA générative. Moi, personnellement, je m'inspire un peu de l'utilisation des jeunes, puisque un adolescent me disait que euh, pour contourner les contraintes de ChatGPT, il ne voulait pas me répondre sur une question précise. Bah, j'ai demandé, j'ai dit à ChatGPT que c'est une question de vie ou de mort et que sa réponse, que ma vie en dépend. Et là, j'ai pu le débloquer et il a pu me fournir une réponse. Et ça, c'est un réflexe que un moins jeune n'aura pas dans l'usage. Cette population, ces jeunes qui sont des digital natives, qui sont nés dans la technologie, ont beaucoup plus de facilité à utiliser ces outils-là. Aujourd'hui, d'après l'enquête 2025, plus de 90% des étudiants universitaires, euh, je pense que c'est une enquête qui a été faite aux États-Unis, euh, et, ont un recours à ChatGPT pour faire leur devoir, et c'est des gens qui vont rentrer dans le marché de travail dans 4 ans, où on aura déjà un impact très fort sur le marché de travail, où les natifs de l'IA seront bientôt disponibles à l'embauche, d'où cette contrainte de comprendre les enjeux et la formation sur l'IA
puisque c'est vraiment l'adage, soit évoluer, soit vous mourrez sur le plan, bien évidemment, abstrait. Euh, Aujourd'hui aussi, il y a plus de 50% des employés qui utilisent l'IA avec un dédoublement de ce taux de l'année dernière à cette année. Plus de la moitié des employés qui utilisent l'IA, c'est des IA qui ne sont pas approuvés par les structures auxquelles ils appartiennent, soit qu'ils sont des salariés du public ou du privé, avec tous les dangers que ça puisse présenter, puisque imaginez, je suis un comptable dans une entreprise marocaine, j'utilise une IA. Cette IA, elle a accès aux données sensibles de mon entreprise et qu'elle pourra partager, qu'elle pourra utiliser, euh, puisque Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a déclaré que toute information qui est saisie par les utilisateurs dans le monde, ils sont accessibles aux autorités américaines. Et là, vous voyez un petit peu le danger. C'est un danger qui était déjà présent avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec X, etc., Twitter, Instagram, où toutes les données du monde étaient accessibles au gouvernement, et même Gmail et Google, qui étaient accessibles aux autorités américaines. Et là, c'est encore plus, puisqu'il y a un sentiment de confiance qui est établi entre l'utilisateur lambda et l'IA qui est encore plus fort que les outils d'avant. Euh, D'après les études, donc l'IA, il permet un travail plus productif, il y a une augmentation de la part créative, il y a un déblocage d'un potentiel de créativité. Et d'après l'étude de BCG, c'est qu'il y a plus de 60% des employés qui utilisent l'IA régulièrement et de manière encadrée, gagnent plus de 5 heures de productivité par mois. Mais ça, il ne faut pas oublier tous les dangers que ça puisse, que ça puisse représenter. Là, je partagerai cette présentation avec vous. Je souhaite pas, c'est pas une formation sur l'IA, juste pour avoir une idée et pour bien se donner de ce dont quoi on parle. Je passerai à la deuxième partie. euh, mais avant, je souhaitais très, très rapidement vous partager avec vous un comparatif euh, des outils qui sont les plus utilisés. Nous avons ChatGPT dans la version Plus, nous avons Claude, nous avons Perplexity, nous avons Copilot qui est intégré à Microsoft Office 365 et nous avons Gemini qui est l'outil de Google. Chacun présente des avantages. Je souhaitais partager avec vous très rapidement les risques associés à l'utilisation de l'IA. Bon, on a parlé un petit peu de la confidentialité des informations sensibles. Euh, les États-Unis, où on a une concentration des outils, donc nous avons OpenAI, nous avons euh, Google et d'autres outils. Nous avons la Chine avec DeepSeek et d'autres, et Alibaba qui a lancé aussi sa propre intelligence artificielle. Et c'est un outil, bien évidemment, de surveillance globale, de puissance économique, puisque ces pays-là utilisent toutes les informations qui sont collectées par les utilisateurs dans le monde, plus de 800 millions ou 900 millions dans le monde, pour qu'ils puissent les traiter et utiliser dans sa guerre économique et informationnelle sur le monde. Il y a la problématique de la protection des données personnelles.
puisque ces outils, ils stockent toutes les informations sur vous. Il y a le risque d'inexactitude de réponse, parce qu'il faut savoir que euh, il y a, il y a des phénomènes d'hallucination qui ont tendance à se réduire, mais qui restent présents, puisque dans certaines réponses, on a des sources complètement fausses et factices qui n'existent pas. On peut renvoyer à une thèse de doctorat avec un thésard ou un auteur qui n'existe pas, qui n'ont jamais existé. Et c'est toute la problématique avec le phénomène de fake news ou de fake information qui peuvent avoir, mais ça peut être l'objet d'une conférence à part, vu l'importance de ce sujet-là. Et puis, il y a un phénomène aussi qui est la dépendance excessive. Il y a un phénomène de paresse qui se développe. Au lieu de rédiger deux phrases ou un message mail ou même un message WhatsApp, on a de plus en plus tendance à avoir une paresse et d'aller demander à l'IA alors qu'on peut rédiger les deux phrases rapidement. Et là, il y a vraiment un risque de paresse intellectuelle, puisque, comme disait un philosophe, que l'écriture structure la pensée. Et si on a de plus en plus recours à ces outils-là, bien évidemment, on aura peut-être, et ça c'est un phénomène qui peut être global pour l'humanité, un problème de structuration, puisque l'exercice qui consiste à poser ses idées sur papier ou sur écran et de relire nous pousse à générer plus d'idées et à être plus créatif, alors que le texte, il est là. Généralement, on va apporter une correction ou amélioration et on va envoyer le mail. Donc, attention à ce phénomène de dépendance excessive. Et puis, il y a les biais et les discriminations. Ces modèles-là n'ont pas été développés dans notre culture ni dans notre contexte. Ils sont adaptés à un monde européen ou américain avec son propre histoire, ses propres visions, ses propres valeurs, et d'où les biais qu'ils peuvent avoir et même des discriminations. Comme je disais, je partagerai avec vous juste pour respecter le volume horaire de 40 minutes. Là, c'est quelques conseils de limiter les informations sensibles, de choisir des outils qui sont conformes à la régulation. Par exemple, ici, nous avons une alternative très intéressante qui est Mistral, qui est un outil français, mais qui respecte le AI, AI Act de l'Union européenne. Donc, il y a plus d'encadrement et plus de garanties par rapport au respect des données personnelles. D'ailleurs, Mistral, il vient de signer un partenariat pour s'installer au Maroc. On en parlera un petit peu quand on parlera de la maturité digitale au Maroc. Surveiller et mettre à jour. Et puis, il y a une alternative très intéressante de plus en plus pour ceux qui peuvent, c'est on peut télécharger, si on a des besoins relativement connus ou spécialisés, nous avons aujourd'hui la possibilité de télécharger des mini-modèles d'IA qui peuvent fonctionner sur son PC portable ou sur son ordinateur. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup ce genre d'outils quand je ne souhaite pas que mes données soient entre des mains que je ne connais pas. Et puis, euh, de protéger un petit peu, donc stocker localement quand c'est possible. Donc là, c'était en guise un peu d'introduction longue sur l'intelligence artificielle et les considérations liées. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à notre contexte, au défi de 2030. Euh, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent aux grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Europe. Mais il faut souligner qu'au Maroc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été posées. Euh, la première chose, c'est qu'on a la,
si on voit un petit peu la maturité digitale marocaine globale, c'est qu'on a un programme qui s'appelle Maroc Digital 2030 qui constitue la colonne vertébrale de cette transformation, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple numérisation des services publics, mais vraiment placer la donnée, l'innovation et l'intelligence artificielle au cœur du développement humain, économique et social. En quoi ça consiste, Maroc Digital 2030? C'est une stratégie gouvernementale qui a été présentée en 2000, fin 2023 et début 2024, qui définit comment on sera en 2030 en matière de transformation digitale, où il y a une partie qui parle de l'IA. C'est un programme sectoriel gouvernemental qui concerne donc les nouvelles technologies, la transformation digitale, à l'image, par exemple, du plan Azur euh, ou des autres, du plan qui concerne le plan vert. Donc, le plan vert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la stratégie du Maroc en matière d'agriculture et qui fonctionne depuis plusieurs années, qui a pour objectif de développer ce secteur-là, le secteur de l'agriculture pour développer à la fois l'autosuffisance alimentaire, mais aussi la partie export. D'ailleurs, parmi les choses qu'on reproche à ce plan de développement de l'agriculture, qu'il favorise beaucoup plus l'export au détriment du marché local, avec tous les problèmes qu'on a pu vivre les 2 dernières années, l'inflation, la cherté des produits de première nécessité. Nous avons la stratégie en matière de tourisme, donc le développement du tourisme qui commence à donner ses fruits. Nous avons le plan Haliotis qui concerne le développement du secteur de pêche et ainsi de suite. Alors, pour la partie transformation digitale, nous avons ce plan Maroc Digital 2030 qui a commencé euh, depuis 2008-2009, avec l'arrivée du ministre Ahmed Chami, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie, et qui a fait le premier plan Maroc Digital 2013 à l'époque, et qui couvrait la période 2008-2013. Généralement, ces plans, c'est par 5 ans. Ensuite, il y a eu donc un changement de gouvernement au Maroc avec le printemps des peuples, avec 20 février 2011. Donc un changement de gouvernement, un changement de cap. Il y a eu l'arrivée d'un ministre de l'IJD, donc il n'y a pas eu une mise à jour de ce plan. Ensuite, il y a eu le ministre Al-Alami, Mounir Al-Alami, qui n'était pas très intéressé pour la partie digitale. Lui, il voulait, en tant que ministre de Commerce et de l'Industrie, développer beaucoup plus les industries automobiles et aéronautiques. Donc, on peut dire que sur la partie transformation digitale, depuis 2013, il y a eu une décélération et les chantiers ont été stoppés et on le paye aujourd'hui puisqu'il y a un certain nombre de secteurs liés au digital qui ne se sont pas beaucoup développés. Apparemment, donc, avec cette nouvelle stratégie qui a été conçue en 2023 et Maroc Digital, donc 2030, il y a un souhait, une volonté gouvernementale de développer la stratégie de transformation digitale. Il y a aussi une composante qui concerne l'intelligence artificielle et qui est pilotée par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Elle concerne le développement de la recherche et de l'innovation pour avoir des pôles d'excellence et de laboratoires d'IA appliqués, la formation et la montée de compétences afin de constituer un vivier de compétences. Et dans ce cadre-là,
la partie formation et la montée en compétences, elle a été vraiment identifiée comme un axe important, même si moi, j'ai une certaine réticence sur cette stratégie-là et sur, et sur sa faisabilité, puisque depuis la conception de cette stratégie en 2024, il n'y a pas eu d'initiatives qui sont claires, notamment en matière de formation et de développement de compétences, que ce soit sur la partie digitale ou sur la partie intelligence artificielle. Le deuxième volet qui nous concerne, donc il y a le Maroc Digital 2030, il y a la partie stratégie IA, il y a il y a l'effort qui est fait par la Commission nationale de contrôle et de protection des données à caractère personnel, donc CNDP, qui a produit un certain nombre de documents, dont un qui rappelle le principe que la loi 0908, qui concerne la protection des données personnelles, couvre aussi l'intelligence artificielle. Dernier élément à rappeler sur cette partie-là, c'est qu'il y a eu un partenariat qui a été officialisé en 2025, donc cette année, entre le Maroc et Mistral AI, qui est une entreprise française parmi les plus avancées en Europe dans le domaine de l'IA. L'objectif de cet accord, c'est de développer premièrement des compétences locales, soutenir les startups marocaines, favoriser donc la recherche appliquée et promouvoir une IA responsable. Et ça, c'est à mettre en relation avec un deuxième axe qui concerne le cloud souverain. Alors, pour rappeler un petit peu ce point, ce que c'est un cloud souverain. Cloud, on sait tous ce que c'est le fait de disposer dans un espace sécurisé des données à distance et d'y accéder à partir de n'importe quel dispositif. Donc le fait qu'aujourd'hui vous utilisez Gmail, là, vous êtes utilisateur d'un cloud qui est logé quelque part aux États-Unis, en Europe, qui est géré par Google et sur lesquels vous n'avez aucune garantie sur la protection de ces données-là, comment ils sont partagés, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des salariés de Google qui accèdent à vos messages, à vos photos, etc. La même chose pour Facebook, quand vous utilisez, vous postez une photo ou un commentaire ou une image que vous avez lancée par Messenger. Vous n'avez aucune garantie sur les conditions de conservation de ces documents ou de ces informations et qui y accèdent. Et donc ça, c'est le cloud, c'est le fait d'accéder à distance à un certain nombre de données qui vous concernent. Le cloud souverain, donc c'est une invention un petit peu européenne qui a été adoptée aussi par le Maroc, qui consiste à dire les données qui concernent les citoyens marocains doivent être hébergées au Maroc et donc encadrées par la législation marocaine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour tout ce que vous stockez dans Instagram, dans Google, etc. Mais pour y arriver, nous avons beaucoup de défis. Nous sommes un pays sous-développé sur cette partie-là, d'où l'idée de développer le cloud souverain pour avoir des infrastructures de calcul et de stockage qui sont dédiées, que ce soit pour le stockage des données des Marocains ou pour avoir de la puissance de calcul. Comme vous le savez, l'IA, elle demande beaucoup, elle est très exigeante en matière que ce soit de stockage, de calcul et d'énergie, puisqu'il faut beaucoup d'électricité et beaucoup de climatisation pour ces data centers, pour ces centres de calcul. Euh, voilà un petit peu ce que je souhaitais dire sur les diagnostics et la maturité digitale marocaine. Dans ce cadre-là, nous avons, à mon avis, trois grands défis à l'horizon de 2030. Il y a la partie compétences du futur. Donc, on doit développer la data literacy et avoir
beaucoup de ressources formées, de ressources humaines formées et qualifiées, mais aussi un entrepreneuriat digital chez les jeunes pour développer une IA marocaine. Il y a la partie cadres légaux, les cadres légaux et éthiques, puisqu'il y a un premier texte qui est excellent, la loi 09/008 sur la protection des données personnelles, mais qui doit être, à mon avis, mis à jour pour intégrer la dimension IA, parce qu'il y a des considérations de protection des données personnelles, mais aussi de droit à l'image, de droits d'auteur, etc. Et puis, il y a une dimension d'inclusion territoriale et les dernières sorties de la Gen Z 2012 vont dans ce sens-là, puisque il faut introduire, mais aussi qui a été rappelé par le discours de Sa Majesté au Parlement vendredi dernier, qu'on doit intégrer aussi cette équité territoriale. Qu'un Marocain, qu'il soit né à Casablanca à- ou à Rachidia, qui puissent avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités d'accéder aux infrastructures, d'accéder au TGV, d'accéder à un enseignement de qualité, d'accéder à un hôpital de qualité, mais aussi d'accéder à l'IA et d'accéder à la connaissance et à la formation. Et ça, c'est des défis très, très, très forts qui nous attendent en tant que Marocains et vous en tant que jeunes euh, pour cette partie-là. Alors, en guise là, on a parlé de ces aspects-là. Je souhaitais un petit peu conclure avec ces éléments, c'est que pour arriver à cette échéance de 2030, nous avons un besoin de former massivement, d'investir dans la formation continue, dans l'IA, dans le data science, dans la cybersécurité. Encadrer éthiquement ces aspects-là par de la gouvernance et par de la transparence. Et puis, construire un écosystème collaboratif pour faire travailler ensemble l'État, le secteur privé, les universités et la société civile et les associations comme Temkin qui font un effort exceptionnel et louable en matière de jeunes et de formation pour justement maximiser l'impact et pour être prêt en tant que Maroc, à la fois pour accueillir la Coupe du Monde et avec tous les millions de visiteurs qui vont arriver, mais aussi pour préparer un Maroc qui est digne des Marocains en 2030. Donc, si vous avez des questions ou des choses à poser, je pense je ne sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne. J'ai déjà deux questions ici dans le chat. Je pourrais commencer par ces questions-là, le temps d'avoir peut-être d'autres questions. Effectivement, nous pouvons commencer par ces questions et ensuite nous pourrons accueillir d'autres questions si vous voulez bien. Très bien. Parfait, Alors, merci. première question, merci à vous. Quels sont les risques éthiques ou sociaux liés à l'adoption massive de l'IA? Alors, il y a beaucoup de risques, pas seulement éthiques et sociaux, mais on va commencer par ceux-là. Alors, les risques éthiques, ils sont liés principalement au droit à l'image euh, et à la protection des données personnelles. Alors, par exemple, le droit à l'image, la législation à ce jour a considéré que chaque personne a le droit à l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre image, vos traits, les éléments qui vous caractérisent en tant qu'être humain vous appartiennent et ne peuvent être utilisés par autrui. C'est-à-dire que une entreprise ne peut pas utiliser votre visage dans une publicité sans votre accord et sans votre autorisation. Ça, c'était la règle jusqu'à aujourd'hui. Idem, votre voix les intonations quand vous parlez, vous appartiennent de manière exclusive et ils sont inaliénables, et ils ne sont pas cédables. Et si une entreprise veut utiliser votre voix,
il doit passer par votre autorisation. Le défi qui est posé par le risque par l'IA, c'est que pour générer une image aujourd'hui, elle se base sur des millions et des milliards de visages d'humains qui sont stockés pendant la partie entraînement de ces modèles d'intelligence artificielle pour générer une image de synthèse qui peut reprendre une partie de la forme de votre bouche, de vos yeux, de vos cheveux, etc. Donc là, c'est pas un risque, c'est un problème éthique qui est aujourd'hui. Idem pour la voix. Ces modèles sont entraînés sur des voix de plusieurs humains, de plusieurs milliards d'humains pour générer des voix de synthèse. Et là, je ne sais pas si vous avez suivi le problème qu'il y a eu entre OpenAI et Scarlett Johansson, l'actrice, dont la voix a été utilisée par OpenAI dans le mode vocal. Quand vous posez une question à OpenAI, vous avez le choix d'avoir comme voix qui vous répond, soit une femme ou un homme. Et OpenAI était en négociation avec Scarlett Johansson pour utiliser sa voix et ils ne se sont pas entendus sur le prix. Et ce qu'a fait OpenAI, c'est qu'ils ont quand même utilisé la voix de l'actrice Scarlett Johansson dans les réponses en le modifiant un petit peu, mais en reprenant 80%, plus de 80% des intonations, du timbre de la voix, etc. Jusqu'à ce que de l'entourage de cette actrice s'en rende compte et ils ont attaqué OpenAI qui s'est excusé et elle a retiré la voix. Donc là, nous avons un risque éthique très fort. Les risques sociaux, les risques sociaux sont aussi présents, notamment dans les relations. Je vais donner juste un exemple des relations humaines entre personnes et qui sont fortement influencées par les échanges, par les échanges avec l'IA. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez un ami ou une amie avec qui vous échangez de manière périodique. Et puis, il y a eu un problème. Avant l'IA, on demandait conseil à notre entourage, on essayait de comprendre le problème qu'on a avec cette personne, etc. Mais aujourd'hui, il y a une forte intervention de l'IA puisque les deux parties vont aller chercher des réponses au prix de ChatGPT en lui expliquant l'incident qu'il a eu avec l'autre personne et on aura des réponses. Le problème dans ça, c'est que l'IA, elle est, comment expliquer ça, qu'il aura tendance à s'aligner sur vous, sur votre position, même si vous êtes dans le tort. Puisque c'est ça un peu la réaction de l'IA, c'est qu'il a été entraîné pour aller dans le sens de celui qui l'interroge et ça peut avoir des conséquences sur les relations entre les deux personnes à cause de ChatGPT euh, qui- excusez-moi, qui aura tendance à aller dans le sens de la personne qui lui pose la question, en plus des problèmes d'ordre psychologique et psychique que ça peut générer, la dépendance à cet outil-là, le fait de donner des conseils alors qu'il n'a pas il n'a pas l'approche humaine. Quand vous demandez un conseil ou quand vous traitez chez un psychiatre ou un psychologue, il a la connaissance, il a le contexte. L'IA n'est pas consciente de ce qu'elle dit, elle se base sur des informations que vous lui donnez pour générer des réponses automatiques sans calculer forcément les conséquences. Donc, apparemment, OpenAI, il s'est rendu compte des risques psychiques et psychologiques que ça peut. Je ne sais pas si vous voyez aussi de l'incident du suicide d'un jeune qui échangeait avec un avatar d'un personnage qui est généré par l'IA et qui l'a poussé. Cet échange avec ce chatbot l'a poussé au suicide. Donc, oui, il y a beaucoup de risques éthiques et sociaux, d'où l'importance d'un encadrement de cette partie-là.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. C'est une réponse un peu longue, euh, mais, mais- euh, mais je pense que j'ai répondu aux deux dimensions éthiques et sociaux. Alors, deuxième question de Zineb. Comment les entreprises marocaines peuvent-elles se préparer à la transformation digitale d'ici 2030? Alors, ça dépend un peu de la nature des entreprises. Nous avons les grandes entreprises qui sont outillées, qui ont à la fois les moyens financiers, mais aussi la possibilité d'avoir les compétences humaines pour se préparer à cette transformation. Il y a pas mal de chantiers qui sont lancés. Si je vous donne un exemple, par exemple, le secteur des télécommunications, nous avons les trois opérateurs télécoms qui sont outillés, qui ont les moyens, qui préparent la 5G, puisqu'on va passer de la 4G à la 5G. Les premiers tests sont opérationnels et sur la 5G, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on sera prêt avec une très bonne couverture du territoire par la 5G. Donc, je ne me pose pas beaucoup de questions sur les grandes entreprises. En revanche, les petites et moyennes entreprises et les TPE, c'est là où le bas blesse, c'est là où ils peuvent ne pas être prêts et ils doivent se préparer. Alors, se préparer par avoir une stratégie de transformation digitale de leurs entreprises, comment ils peuvent digitaliser l'ensemble de leur processus, y compris dans la partie échange avec les clients, qu'ils soient en B2B ou en B2C, que ce soit en business to business ou en business to customer. Donc, l'adoption d'une stratégie, la formation continue de leur personnel, euh, l'adaptation de leur politique de recrutement en matière sur cette partie-là, parce que c'est simple, soit que l'entreprise elle sera prête quand tout le monde. Je vous donne juste un exemple. On aura peut-être 3 millions ou 4 ou peut-être 5 millions de touristes en 2030. Et c'est des touristes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est pas la population, pour la plupart des Français, des Allemands, des Espagnols qui font le plus, la grande partie des touristes qui arrivent. Nous aurons des touristes de l'Amérique du Sud, nous aurons de la Chine, du Moyen-Orient, de l'Europe, des États-Unis, bien évidemment, d'autres pays. Et c'est une population qui a l'habitude de voyager, qui ne connaît peut-être pas le cash dans les transactions, elle est plutôt dans le contactless, dans les moyens de paiement digitaux. Et là, il faut que vraiment le hanout du quartier puisse avoir aussi le TPE pour pouvoir payer en ligne, pour avoir un store en ligne aussi, un site de e-commerce, etc. Donc là, je ne peux pas donner une recette générique. Ça dépendra à la fois de la taille de l'entreprise, mais aussi de son secteur d'activité. Est-ce qu'il est dans le B2B? Est-ce qu'il est dans le B2C? Est-ce qu'il est dans la vente de produits ou la vente de services? Mais c'est clair qu'on a une grande échéance qui arrive à l'échéance de 2030. On passe à la question 3. Existe-t-il des exemples concrets de projets réussis de digitalisation au Maroc? Alors, je vais vous étonner, oui. Euh, et avec un exemple de l'administration marocaine, je pense que l'un des exemples les plus réussis en matière de digitalisation d'un service public, c'est la direction des impôts au Maroc. La direction des impôts a entamé un projet de transformation digitale depuis euh, début des années 2000, en 2002-2003. Je vous en parle parce que, pardon, en 1999. 1980. Je vous en parle, mais parce que j'y ai participé sur la partie stratégie. J'avais fait le schéma directeur j'avais contribué au schéma directeur de la direction des impôts en 99. Donc, ils avaient déjà une feuille de route claire sur la digitalisation des impôts au Maroc. En 2000, c'était prêt sur le plan stratégie. La mise en œuvre, il a démarré en 2023.
et qui continue. Et là aussi, j'ai participé à ce projet entre 2003 et 2000, entre 2004 et 2010, où j'étais directeur de projet externe chez la direction des impôts. Il y a eu une transformation digitale très réussie. Aujourd'hui, ça se voit. Euh, Tous les processus de dépôt en ligne des déclarations des impôts, de paiement des impôts, de relance, de prise de rendez-vous avec la direction des impôts, de suivi des réclamations, il est digitalisé. Bien évidemment, il reste encore des choses à améliorer, mais globalement, c'est parmi les administrations qui sont leaders en matière de transformation digitale et de digitalisation. Et on le comprend parce que c'est des processus très critiques qui ramènent de l'argent au trésor, à l'État pour payer les salaires, pour payer les services, etc. Donc là, je pense que c'est parmi les exemples les plus réussis de digitalisation. Et à contrario, l'un des modèles là où il y a le plus d'échecs, où il n'y a rien qui a été fait, c'est par exemple le secteur de la santé au Maroc, où aucun projet significatif n'a été lancé. Aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on appelle le dossier dématérialisé ou électronique du patient, où on a tout l'historique de cette personne-là depuis sa naissance, les différentes interventions qu'il a pu avoir, toutes les médicaments qu'il a pris, euh, les éléments qui constituent son historique médical, ça n'existe pas. Ben, c'est à l'image un peu de notre système de santé qui est défaillant dans la partie service aux patients et aux citoyens. Il est aussi défaillant sur la partie service électronique. Donc là, c'est un exemple. J'ai pris le public parce que dans le privé, il y a plein d'exemples très réussis. Toutes les banques, ils ont des systèmes d'information, tous les secteurs, les entreprises d'infrastructure de BTP, de ciment, etc. C'est des projets qui sont globalement réussis. J'ai donné un exemple de l'administration pour vous dire aussi qu'il peut y avoir des exemples réussis dans l'administration. Euh, Nous avons une question, une dernière question, sauf si vous avez d'autres à poser. Euh, de Menintel Nshima. Désolé si je prononce mal votre nom. Quels secteurs au Maroc sont les plus susceptibles de bénéficier de l'IA dans les prochaines années? Pour moi, c'est l'ensemble des secteurs, mais les secteurs où on attend le plus en tant que citoyen marocain ou en Afrique, c'est les secteurs sociaux qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations de l'opinion publique. Nous avons le secteur de l'éducation et de l'enseignement, nous avons le secteur de la santé et nous avons le secteur de la justice où il y a de fortes attentes. Et le fait d'introduire l'IA, d'introduire la digitalisation, vont améliorer les services, vont rendre les services plus efficaces et les ressources financières où on pourra faire des économies. Je vais illustrer ça avec quelques exemples. Premièrement, ce qui concerne la santé, le fait d'avoir des processus digitalisés, notamment pilotés par l'IA, nous pourrons mieux connaître l'état des stocks des médicaments et des outils médicaux dans les différents hôpitaux. Nous pouvons optimiser les stocks, anticiper les, le manque de produits nécessaires ou des médicaments dans telle ou telle pharmacie d'hôpital avec des gains. Si on applique par exemple le principe de zéro stock ou de minimiser le stock, donc on pourra ne pas acheter des produits dont nous n'avons pas besoin et on pourra mieux connaître les besoins, de faire de l'anticipation des besoins en utilisant l'IA. On saura sur la base de l'historique d'une année ou de 2 années, quels sont les besoins de l'année N plus 3
sur la base de cette, et mieux faire de l'anticipation et de la prédiction, notamment en utilisant l'IA. Et on pourra gagner de l'argent on va pas acheter des produits dont on n'a pas besoin, des médicaments dont on n'a pas besoin. Euh, le deuxième exemple, c'est la partie éducation où on pourra en partie, euh, comment dire, compléter l'effort qui est fait par l'instituteur euh, par de l'IA en mieux accompagnant l'élève dans son apprentissage. Donc, je pense que c'est des éléments qui sont, c'est des secteurs qui sont les plus sensibles, pas les plus sensibles, mais les plus sensibles auxquels on attend la digitalisation premièrement, et ensuite l'IA, mais bien évidemment, tous les secteurs, ils pourront bénéficier de l'IA, que ce soit le commerce, que ce soit les télécoms, les services financiers, l'infrastructure, les services à la personne, le transport, etc. Tous les secteurs sont susceptibles d'en profiter. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main, sinon on va finir notre programme ici. Merci beaucoup, Monsieur Marwan Amash. Vous nous avez donné une excellente présentation. Nous avons beaucoup apprécié. Je vois même dans les groupes qui sont en train de remercier. Nous espérons en fait de vous avoir encore une fois de plus pour une autre sujet. Ouais, parce qu'on a beaucoup profité, on a beaucoup appris. Et en plus, je voulais aussi remercier tous ceux qui sont participés aujourd'hui, qui sont assistés à ce programme. J'espère que vous avez bien appris et que vous souhaitez encore rejoindre quand M. Marwan nous donne une autre présentation. On est arrivé malheureusement à la fin de notre session aujourd'hui et avec cela, je vais laisser le dernier mot à M. Marwan avant de clôturer. Ben, écoutez, je connaissais pas, enfin j'avais entendu parler de Temkin et je suis vraiment impressionné par le travail qui est fait par votre fondation. Je suis à votre disposition. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager le peu de choses que je sais avec les jeunes qui sont notre avenir. À votre disposition, n'hésitez pas si vous avez des éléments, si vous voulez échanger, si vous voulez d'autres interventions sur d'autres sujets, ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Harmach. Ça fait un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.